Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir, consacré à la thématique devenir ingénieur en environnement. Alors, pour participer à cette émission, nous recevons deux invités ce soir. Laurent Dauverchin, qui est directeur de l'IGPN, et Adric Halal, qui est PDG du groupe d'Hydro Éducation, qui accueille cette école IGPN. Alors peut-être, Adric Halal, vous pouvez nous expliquer rapidement déjà ce que l'IGPN, ce que veut dire l'IGPN, et puis qui est le groupe d'Hydro qui a participé ou qui a créé cette école. Bien sûr, bonsoir à tous. Alors, le groupe d'Hydro-Éducation est un groupe de 3000 étudiants en France dans 7 villes. Et donc, c'est un groupe qui s'est spécialisé dans l'enseignement supérieur, dans la santé, la gestion et protection de la nature notamment. Également d'autres sections, le tourisme, la diététique, la nutrition et pas mal d'autres sections. Donc on est assez généraliste. Et devant le succès de notre filière gestion et protection de la nature, puisqu'au sein du cours d'Hydro, on a un BTS A, gestion et protection de la nature, on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin dans les études et former des experts de l'environnement. Donc en faisant un petit peu le tour des écoles qui existent, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'école qui soit uniquement spécialisé dans la gestion et protection de la nature, c'est-à-dire dans l'analyse, le diagnostic d'un espace de nature avec tout ce que ça engendre de résolution de problèmes, d'aménagement de territoire et de solutions pérennes, évidemment, pour essayer de faire en sorte que ce que l'on fait aujourd'hui dure longtemps. Donc on a créé cette école qui est une école à Bac+5, c'est-à-dire qui va jusqu'au Bac+5. Alors on va revenir sur le cursus, comment il s'organise. Donc, voilà. Donc l'idée de l'école, c'est d'avoir au sein de l'école des spécialistes qui vont se concentrer sur l'étude de la nature. La nature, c'est à la fois le règne animal et le règne végétal. Et donc, d'avoir une sortie d'études à Bac+3 et Bac+5. Et donc, de former des ingénieurs en environnement. Alors, ingénieur en environnement, deux mots extrêmement importants. Le premier, ingénieur, avec tout ce que ça suppose dans la classification de nos titres, diplômes, etc. Et puis le deuxième mot, évidemment, environnement. Alors, on a plusieurs questions qui ont été posées avant live, notamment sur les métiers, enfin, vraiment sur le métier. La réalité du métier d'ingénieur en environnement, c'est quoi? On est quoi? On travaille dans quel type d'entreprise et pour quel métier? Alors, ces questions, elles sont assez vastes. Si on pouvait faire, peut-être, Laurent Dauverchin, un résumé assez court. Qu'est-ce qu'un ingénieur en environnement? Un ingénieur en environnement, déjà, comme vous l'avez dit, c'est assez vaste. Déjà, c'est en fonction de la thématique sur laquelle vous allez travailler. Il peut y avoir des ingénieurs en environnement spécialisés en agronomie, en aménagement du territoire, dans l'expertise naturaliste. Et en fonction du niveau d'études auquel vous vous arrêtez, vous allez pouvoir développer ou avoir un métier complètement différent en fonction si vous arrêtez à Bac+2, Bac+3 ou Bac+5. L'ingénieur en environnement, il est là pour porter un projet environnemental. C'est-à-dire que c'est lui vraiment le porteur du projet, de la phase de concertation en amont du projet, de négociation avec tous les acteurs impliqués dans le projet, jusqu'à la phase de communication quand le projet est terminé. L'ingénieur en environnement, il est là pour conseiller essentiellement et aussi pour produire des rapports d'analyse, des rapports d'études. Alors, ce sont des métiers qu'on exerce plutôt dans quel type d'entreprise? Alors, les entreprises, c'est à la fois public et privé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler. Pour ce qui concerne l'expertise naturaliste, ça peut être les parcs naturels, les réserves naturelles, les sites Natura 2000 qui sont des sites de protection européens. Ça peut être les collectivités territoriales, la région, le département, les communautés de communes, les établissements publics de coopération intercommunale. On peut travailler pour les services décentralisés comme la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. On peut travailler aussi dans les bureaux d'études privés, c'est-à-dire que certaines fois, les collectivités territoriales n'ont pas les compétences pour mener les études environnementales et vont donc demander à des bureaux d'études spécialisés en environnement, en aménagement du territoire, pour faire les études réglementaires. Alors, on reviendra certainement sur la problématique des débouchés, des carrières possibles, mais comme votre école est toute récente, en fait, finalement, puisqu'elle vient de se créer, on a quand même beaucoup de questions qui nous sont posées en ce moment et qui nous ont été posées avant live sur l'organisation de votre cursus. Première question d'Estelle, cette école s'adresse-t-elle aux gens ayant quitté les études depuis plusieurs années? Je souhaite reprendre mes études. Donc, est-ce que ce public est un public que vous cherchez à toucher? Alors, absolument. En fait, l'école s'adresse à tout le monde, à tous les passionnés de nature qui ont envie de transformer une passion en une profession.
Donc on a des étudiants, puisque les étudiants sont actuellement en cours d'inscription, on a des étudiants qui reprennent leurs études après avoir fait une pause, on a des étudiants qui sortent du bac, on a des passerelles, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui arrivent de bac+2, bac+3, qui viennent donc chez nous. Et donc ce sont des gens qui, en fonction de ce qu'ils ont fait avant, peuvent rentrer soit en première année, soit en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir à tout le monde. Le prérequis, c'est d'être travailleur, d'avoir envie de mettre les pieds dans la boue de temps en temps, parce qu'il y a quand même, toutes les semaines des sorties sur le terrain. Ce sont des gens qui ont vraiment envie de travailler, d'analyser des espaces de nature et de pouvoir transformer ce qui aujourd'hui est déviant en quelque chose de correct. Donc, on a vraiment tout un tas de types de gens qui sont intéressés. On est vraiment ouvert à tous. La sélection se fait sur la motivation de la personne et sa capacité à travailler, parce qu'évidemment, c'est pas parce que c'est la nature que c'est tranquille et que c'est mai 68. On n'est pas dans ce type-là d'individu. Justement, comme vous délivrez plusieurs diplômes, plusieurs titres, il y a des classifications et des diplômes requis un peu différents. Mais je voudrais juste revenir sur la problématique des débouchés professionnels. Johanna nous dit, ça semble très intéressant en termes de métier, mais j'ai entendu dire que c'était quand même assez, alors utilisez le mot bouché, en termes de perspective. Même si on parle beaucoup de développement durable, est-ce qu'il y a une réalité d'emploi assez forte finalement à l'issue de votre formation? Alors justement, la spécificité de l'environnement, c'est que justement c'est très vaste. Donc l'expertise naturaliste ne représente qu'un pourcentage des métiers de l'environnement. Dans l'environnement, on a aussi les énergies, le développement durable, le métier d'éco-conseiller. Donc il y a une somme de métiers qui est à même de recruter nos futurs étudiants et nos étudiants qui seront diplômés à l'école. Alors, on va prendre 5 minutes pour détailler le cursus, comment il s'organise. Peut-être juste avant, excusez-moi de vous couper, j'aimerais revenir pour répondre clairement à Johanna. Non, l'avenir n'est pas bouché, certainement pas, surtout pas dans l'environnement. La différence peut-être avec des métiers très identifiés, par exemple quand on veut devenir infirmière, forcément, on regarde, il y a des annonces infirmières, recherche infirmière, etc. Donc c'est très clair. Dans l'environnement, il y a tout un monde qui recrute et qui n'apparaît pas sur Pôle emploi, qui n'apparaît pas dans les réseaux classiques. On va dire que c'est le marché de travail caché. Le marché caché. Voilà. Et donc, c'est particulier à l'environnement. Donc oui, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de débouchés. Aujourd'hui, on a des étudiants qui travaillent pour des grandes sociétés. Alors en ce moment, on parle d'Areva, mais on en a qui travaillent justement chez Areva, il y en a qui travaillent à la SNCF également. On a des étudiants qui travaillent à l'étranger, donc à l'international, en France. Il y a énormément de débouchés. Mais souvent, ce sont les étudiants qui créent eux-mêmes leur parcours. Pour finir, j'aimerais juste donner l'exemple d'un ancien étudiant qui a fait un bac+2 chez nous en gestion et protection de la nature, qui s'appelle Maxime, je ne vais pas donner son nom. Maxime était passionné de photo. Il a poursuivi dans sa passion qui était la photo, en y mêlant la photo et la nature. Petit à petit, il s'est fait connaître parce qu'il a encadré des groupes, notamment en Amérique du Sud, sur des zones un peu particulières pour prendre des photos, faire des reportages, etc. Puis, des marques, notamment Canon, l'a vu et a dit, tiens, on pourrait peut-être aider ce jeune qui fait des choses pas mal et qui pourrait nous représenter au niveau marketing. Et finalement, aujourd'hui, il est payé par tout un tas de structures pour aller amener des scientifiques, mais plus du tout des gens qui sont là pour faire de la photo, sur le terrain. Et donc Maxime a allié à la fois sa connaissance en écologie, en environnement et sa passion qui était la photographie. Donc il a fait ça de manière assez simple, il a pris son temps, évidemment ça se fait pas du jour au lendemain, mais aujourd'hui il en vit très bien et passe du bon temps dans à la fois sa profession et sa passion. Donc ça c'est vraiment un exemple comme les autres, j'en ai plein d'autres, mais voilà, on va pas s'attarder. En tout cas pour montrer la diversité cas des métiers possibles. Voilà, la photo et en même temps l'aspect scientifique, amener des scientifiques sur le terrain. Alors on a beaucoup de questions qui ont trait évidemment aux différents cursus que vous proposez et à leur niveau d'entrée. On va peut-être prendre une première question qui est plus précise. Bonsoir, peut-on intégrer le cycle ingénieur après avoir fait une prépa BCPST? Alors, je vais répondre. Après une prépa BCPST, effectivement, on a un très bon niveau scientifique général, condition évidemment qu'on ait travaillé et qu'on n'ait pas qu'on ait vraiment travaillé. À ce moment-là, on étudie la candidature de la personne pour voir si on l'intègre directement en 3e année, c'est-à-dire au niveau bachelor, ou si on l'intègre en 2e année. Si la personne a vraiment des compétences très nettes en biologie et si elle est capable d'apprendre par elle-même les notions qui lui manquent, parce que quand même il y a 2 années auparavant qui sont spécialisées,
À ce moment-là, on peut l'accueillir tout à fait en 3e année. Là, ça s'étudie en fonction de la personne, en fonction de son dossier. Donc, quelqu'un qui a fait une prépa bio peut rentrer en 2e ou en 3e année en fonction de son niveau et de ses résultats. Bon, c'est clair. Petite question avant de venir vraiment sur le cursus. Votre formation peut-elle s'inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle? Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes aussi un public assez large. Alors oui, la reconversion professionnelle est tout à fait possible chez nous. J'ai de nombreux étudiants d'ailleurs en reconversion professionnelle. Ce n'est pas du tout un obstacle d'être plus âgé pour intégrer notre école, surtout du fait que généralement les personnes en reconversion professionnelle ont vraiment une vraie motivation, ont mûri leur idée et leur envie de travailler dans l'environnement. Donc la reconversion professionnelle est largement possible chez nous. Kelly vous dit, c'est quoi les conditions d'entrée? Donc ça va nous ramener au cursus. Je possède un BTS agricole et je souhaite m'orienter vers le domaine environnemental. Mon profil serait-il bon d'après vous? Très bien. Kelly est la bienvenue. Très bien. Alors, ça nous amène sur le cursus, puisque j'ai cru comprendre que vous organisez finalement un bachelor dans lequel on peut passer le BTS. Exactement. À l'issue de ces 3 ans, on peut poursuivre avec un master. Alors, je ne sais pas si on peut faire le master sans avoir fait le bachelor. Est-ce qu'on peut s'arrêter après le bachelor? Alors, ça se passe comment? Justement, pour les passerelles, ce sera Monsieur Halal plus tard qui le détaillera. Moi, je vais essayer de détailler un petit peu le cursus. Donc, comme on l'a dit, l'IGPN propose 2 cursus différents. Le premier, c'est le Bac+3, c'est le bachelor Faune Flore Habitat, qui consiste à former des experts naturalistes qui vont travailler dans l'expertise naturaliste. Alors l'expertise naturaliste, parce que c'est un grand mot, mais c'est un domaine d'étude qui va permettre de former et de faire des diagnostics d'espaces naturels. Donc on va aller sur le terrain et on va analyser les composantes biologiques, physiques, chimiques d'un écosystème, savoir comment l'écosystème a été créé, comment il s'est constitué, aujourd'hui, quelles sont les espèces animales et végétales que je retrouve sur mon écosystème et comment cet écosystème va évoluer. Ça, c'est la base du diagnostic. Pour ce faire, les étudiants vont devoir du coup aborder un certain nombre de sciences, alors qui sont diverses et variées. On va voir de la géologie, la formation des roches, la pédologie, la formation des sols, de l'hydrologie, le fonctionnement des masses d'eau, de la climatologie, toutes les techniques de gestion des écosystèmes et bien évidemment toutes les techniques et les protocoles d'inventaire de la faune et de la flore. Ça va être primordial pour pouvoir faire un diagnostic complet. Ça, c'est juste la première phase, la première compétence de l'expert naturaliste. La deuxième compétence, c'est qu'une fois qu'il a fait ce diagnostic, il va falloir qu'il évalue les menaces qui pèsent sur les habitats et les espèces. Et enfin, proposer des solutions techniques de gestion qui visent soit à conserver, soit à restaurer les écosystèmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un protocole d'inventaire? Parce que j'ai peur de perdre oui, on va les pas gens rentrer qui dans le me détail. suivent. Oui. Un exemple quand même. Un exemple, oui. Ce matin par exemple, voilà, très bien. Ce matin, je suis parti avec mes étudiants faire un inventaire pour évaluer la qualité biologique d'un cours d'eau. Pour ce faire, on a utilisé un protocole scientifique qui est normalisé, qui est scientifique, qui vise à l'aide d'un filet à capturer des macro-invertébrés. Ce sont des petites bêtes qu'on trouve au fond des cours d'eau, selon différents points d'échantillonnage. Donc on allait ce matin dans le cours d'eau avec notre filet, on a fait différents points d'échantillonnage pour capturer ces petites bêtes. Après on les a identifiées sur le terrain et en fonction des espèces qu'on a trouvées sur le site, on a pu déterminer une classe de qualité de l'eau. Alors ce matin on a fait ça, on aurait très bien pu faire un inventaire de la flore, un inventaire des amphibiens, des reptiles, des oiseaux. Le but c'est qu'ils maîtrisent les inventaires sur l'ensemble des taxons faunistiques et floristiques. Alors, tout à l'heure, avant l'émission, vous me parliez d'un parc de plusieurs hectares que vous gériez pour la SNCF, je crois. Alors, est-ce que ça rentre dans ce cadre de ce que vous me dites là? Exactement. Alors, on gère une zone pour la SNCF qui est une zone humide, qui malheureusement est laissée à l'abandon et donc qui va se transformer. Nous, le but, c'est d'arriver à conserver les écosystèmes présents dans cette zone humide tels qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils accueillent une diversité faunistique qui est très intéressante, notamment des espèces protégées au niveau européen. Donc nous, notre but, c'est d'aller sur site, de faire le diagnostic, d'évaluer quelles sont les espèces qu'on a en ce moment et de proposer les solutions techniques de gestion pour conserver notre écosystème. Et après, avec mes étudiants, sur le terrain, nous mettons en place les mesures de gestion. Donc ça, c'est pour la réalité de ce que vous faites, mais en termes d'organisation de cursus, il y a donc un bachelor, mais qui se décompose avec un BTS plus une année. C'est ça. Le bachelor donc, se fait en 3 ans. Les 2 premières années, nous allons préparer nos étudiants à passer le brevet de technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature, qui donne une double compétence, la compétence en gestion des espaces naturels et la compétence en animation nature, c'est-à-dire la sensibilisation de publics diversifiés sur des thématiques environnementales. Au bout des 2 ans, ils passent le BTS GPN, le BTS-A, gestion et protection de la nature. Puis, la 3e année, c'est une année de renforcement des compétences naturalistes et de renforcement aussi dans les logiciels de multimédia, puisque dans l'environnement, il va falloir pouvoir communiquer. Communiquer sur son projet, donc le renforcement dans les logiciels multimédia et dans les logiciels de géoréférencement. Donc, je ne sais pas si on a trop le temps d'en parler, mais c'est une compétence extrêmement recherchée par les professionnels de l'environnement, c'est-à-dire en 2 mots,
collecter des données sur le terrain, mais après arriver à les spatialiser, à les remettre sur une photo aérienne, par exemple, pour pouvoir proposer des solutions de gestion locales. Donc là, on a eu son BTS, on fait 3e année, on a un bachelor. Exactement. Et là, il se passe quoi? On peut arrêter, chercher un emploi. On peut déjà arrêter à l'issue du Bac+2. Il y a des emplois à l'issue du Bac+2. On est technicien supérieur de l'environnement. On peut arrêter après Bac+3. On sera généralement chargé d'études. C'est-à-dire qu'on va faire de la collecte de données environnementales, on va produire des rapports d'études, on va aussi proposer des mesures de gestion et même les mettre en œuvre. Alors justement, c'est une question de Laure. Alors, vous venez de répondre parce qu'elle vous demande est-ce qu'on peut quitter juste après le bachelor, mais elle vous demande quelle différence avec ce Bac+3 plutôt que le Bac+5 que vous proposez. Est-ce qu'il y a une vraie différence de débouché, de carrière, de métier? Oui, alors le Bac+5, c'est pour former des ingénieurs en environnement. L'ingénieur en environnement, c'est lui qui va vraiment porter le projet. C'est lui qui va manager une équipe. C'est-à-dire qu'il va manager le technicien qui a Bac+2 et il va aussi manager le Bac+3, le chargé d'études. C'est lui qui va vérifier que le projet suit son cours dans toutes ses phases. C'est-à-dire que dans un projet environnemental, pour qu'il soit cohérent et qu'il puisse voir le jour, il va falloir commencer par, comme je l'ai dit tout à l'heure, se concerter avec tous les acteurs. Puis diagnostiquer notre espace naturel, proposer des solutions techniques de gestion, réaliser les solutions techniques de gestion, faire le suivi de ces gestions et puis après communiquer. Donc l'ingénieur, il porte vraiment le projet, c'est quelque chose de très intéressant puisque il suit le projet au long cours. Donc on a bien compris la différence entre Bac+3 et Bac+5, mais comment cela se passe-t-il pour passer du bachelor au master que vous proposez? Est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il y a une rupture dans le cursus? Ou alors ça se fait dans la continuité, vous êtes en 3e année et vous passez ensuite en 4e année? Alors les étudiants qui sont diplômés du bachelor peuvent rentrer chez nous après en Bac+4 et puis après en Bac+5. Des étudiants venant d'un autre Bac+3, bien sûr quand même avec de la biologie et de l'environnement derrière, peuvent rentrer aussi chez nous. Alors justement, puisque vous ouvrez ce cursus... Juste pour répondre à deux choses, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Voilà. La question pour l'étudiant qui est à l'issue du bachelor, c'est de savoir ce qu'il a envie de faire. En fait, il a 3 possibilités. Soit il décide d'aller sur le marché de l'emploi et de trouver un emploi, tout simplement. Donc là, il y a des perspectives à Bac+3. Tout à fait, absolument. Soit il décide de poursuivre ses études, par exemple, dans une université et d'aller dans un autre lieu parce que nos diplômes respectent les accords de Bologne. Donc à chaque année, il y a 60 crédits. Donc au bout de 3 ans, il y a 180 crédits. Donc l'étudiant peut partir faire sa première année de master dans un autre établissement, pourquoi pas. Ça, c'est une des questions qui vous étaient posées, les équivalences avec les autres. Donc il y a des équivalences totales avec tous les établissements d'enseignement supérieur. Il n'y a pas de différence privé-public depuis la réforme LMD. C'est plus vraiment un problème. Il s'agit pour nous de démontrer qu'effectivement, avec le référentiel que nous avons, que nous respectons les accords de Bologne et qu'il y a bien le nombre de crédits nécessaires. Et puis, les étudiants, qui sont la plus grosse partie, qui poursuivent chez nous en Master 1 et Master 2. Donc, l'étudiant, en fait, il n'a pas de rupture. On le conseille en fonction de sa personnalité. Nous, on veut pas d'étudiants on veut pas forcer les étudiants à continuer les études quand ils ont envie de s'arrêter. On veut pas les forcer à s'arrêter quand ils ont envie de continuer les études. Aujourd'hui, il y a une vraie liberté, et c'est la grande chance qu'on a en France, c'est que les étudiants peuvent s'arrêter après le Bac+3 ou après le Bac+5. Après le Bac+2, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur parce que, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de Bac+3, les professionnels recherchent des gens qui sont un peu plus aguerris. Donc on va plutôt privilégier un Bac+3. J'aimerais juste donner un exemple qui me semble important pour faire la différence entre un ingénieur et un technicien et quelqu'un qui a un bachelor, donc un expert. Si jamais, par exemple, je donne un exemple, là, je fais un peu gros, EDF décide de construire un barrage, c'est un peu la mode en ce moment, il y a des petites histoires comme ça qui passent. EDF décide de construire un barrage, donc EDF a des problématiques évidemment de production d'électricité. On passe toutes les étapes administratives et on arrive à l'ingénieur qui va gérer le projet, ou enfin, en tout cas à l'armée d'ingénieurs qui vont gérer le projet. Donc ces ingénieurs vont constituer des pôles techniques qui vont aller sur le terrain et qui vont analyser le terrain. Donc l'ingénieur, c'est le chef qui gère un pôle technique à l'intérieur duquel il y a des responsables. Les responsables sont les experts, ce sont des Bac+3. Ce sont eux qui vont encadrer les équipes. Donc l'expert, c'est un peu un chef d'équipe. Et ces chefs d'équipe gèrent qui? Ils gèrent justement des techniciens, c'est-à-dire des Bac+2, voire parfois des bacs, c'est-à-dire des gens qui se sont arrêtés juste après le bac. Et donc l'expert, c'est celui qui a donc le bachelor, va gérer une équipe au quotidien, une équipe qui va faire de la prospection, qui va faire de l'analyse, du diagnostic, comme l'a dit Laurent, très bien. Et puis ces gens-là sont managés
collectivement par l'ingénieur en environnement. L'ingénieur, il a des comptes à rendre puisqu'il est en amont et en aval. C'est-à-dire que c'est lui qui reçoit le projet de EDF et des services administratifs d'EDF. C'est lui qui gère sur le terrain que les chefs d'équipe fassent bien leur travail. Et c'est lui qui rend compte après à EDF en disant là c'est possible, là c'est pas possible, on va avoir des problèmes avec les écologistes du coin, là on va pouvoir le faire sans problème, etc. Donc l'ingénieur, c'est vraiment quelqu'un qui encadre et il a la grande différence, si on doit la dire en un seul mot, c'est une différence de responsabilité. Mais là, la pyramide des responsabilités que vous exposez est assez claire. Je voudrais quand même revenir à votre cursus. Votre formation est récente, donc l'année prochaine, enfin à la rentrée de septembre 2015, vous ouvrez donc le bachelor pour les terminales. Mais est-ce qu'il y a un autre niveau d'accessibilité? Est-ce que vous ouvrez le master à des bacs plus 3 ou plus 2? À partir de l'année prochaine, justement, alors compte tenu de la somme d'anciens étudiants que nous avons déjà en gestion et protection de la nature qui reviennent chez nous, puisque justement on leur offre quelque chose qui leur convient, compte tenu de tous les gens qui recherchent aujourd'hui à poursuivre leurs études, l'IGPN ouvrira en septembre 2015 en première année, c'est-à-dire juste après la terminale, ouvrira également en deuxième année, pour des gens qui ont déjà fait une première année, ouvrira une section en troisième année, pour des gens qui ont déjà fait un bac plus 2, et ouvrira la quatrième année, pour des gens qui ont déjà un bac plus 3. Donc en fait, on va ouvrir la même année 1, 2, 3 et 4. On ne va pas ouvrir la cinquième année, ce serait absurde, parce qu'il vaut mieux faire le Master 1 et le Master 2 collés, c'est quand même beaucoup plus logique. Mais par contre, on va ouvrir les 4 années d'un seul coup. Et je tiens à préciser, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans cette ville, mais l'IGPN ne s'implante que dans 2 villes en France, à Montpellier et à Paris. Pourquoi Montpellier à Paris? Parce que tout simplement, c'est là où nous avons les professionnels qui sont les plus aguerris, qui interviennent dans l'école et avec lesquels on a pu monter des programmes les plus intelligents possibles et qui correspondent le mieux aux besoins actuels. Il y aura des passerelles entre Montpellier et Paris? C'est déjà le cas. Chaque étudiant en France peut naviguer comme il le veut. Il peut passer de la première à la deuxième année sans aucun problème entre Montpellier et Paris. Alors c'est vrai que ce sont 2 villes qui sont très sexy, entre guillemets, pour des raisons différentes. Moi qui suis montpelliérain et qui passe la moitié de la semaine à Paris évidemment c'est une ville extraordinaire et pour avoir des contacts, justement, réseau d'anciens, rencontrer des gens qui sont passionnants et qui ont des responsabilités, c'est très bien. Après, la qualité de vie peut-être un peu moindre que dans le sud. Et puis, on n'a pas vraiment le même type de végétation. Dans le sud, on a des grosses problématiques aujourd'hui qui sont tout à fait actuelles et qui sont tout à fait passionnantes. Alors, on peut déborder un peu. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de petites bébêtes, entre guillemets, d'eau, etc. Mais il y a aussi des domaines comme le vin, l'agroalimentaire, qui sont extrêmement concernés par les ingénieurs en environnement. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de mesures conservatoires que doivent prendre. Par exemple, à Montpellier, on veut élargir l'autoroute. Et bien, il y a des mesures conservatoires qui ont été prises. Et donc, on fait appel à des ingénieurs environnement pour dire, voilà, on négocie. Voilà, ils font des études d'impact. Et donc, on négocie. On va vous prendre 10 hectares ici. Comment on peut compenser ça? Et l'ingénieur dit, bon, ben là, on peut compenser ça peut-être en sauvant tel type de territoire. Ici, on fait un peu d'arrachage, mais là, on remet quelques vignes, etc. Et donc, il y a toute une construction intelligente de l'espace de nature qui se fait. Et c'est en cela que c'est tout à fait passionnant. Parce que les gens se mettent autour d'une table, vous avez un maire, vous avez quelqu'un du département, vous avez la SNCF, vous avez les entreprises de BTP comme Vinci qui sont là. Et les gens se parlent, essayent de construire quelque chose de manière intelligente, ensemble, sachant que de toute façon, il y a des lois, que c'est obligatoire et qu'il faut respecter les espaces de nature. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Mathieu, qui était sur votre site, dit j'ai bien vu qu'on recrute, enfin que vous proposez à des bacs plus 2 d'intégrer. Faut-il obligatoirement avoir fait le BTS GPN? Et est-ce que vous pourriez rapidement préciser finalement quel type de diplôme vous avez privilégié pour les entrées à niveau d'études supérieures, c'est-à-dire type bac plus 2, plus 3, puisque les terminales, ça se passe d'ailleurs comment pour les terminales? Vous privilégiez des types de terminales? Tour d'horizon. Oui. Non, on ne privilégie pas un type de terminal. Alors je sais qu'en général, les gens disent qu'il faut un bac S pour rentrer dans la nature, le bac S, etc. c'est César, le bac S, voilà. hein. Mais en fait, nous, on s'est aperçu que les gens qui sont les plus passionnés, qui sont les plus pertinents, qui ont la meilleure analyse, ne sont pas forcément des bac S. Il y a des bac S, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout fait un bac S. C'est bien de le rappeler. Et c'est bien de le rappeler. J'ai des bacs éco et des bacs L qui ont facilement eu le BTS parce qu'ils étaient passionnés et travailleurs. Donc c'est largement possible. C'est pas une question d'avoir fait des sciences avant. Les sciences que l'on va aborder de toute façon pendant ces 3 premières années de bachelor sont des sciences qu'on n'a pas vues en terminale. Donc pas d'a priori sur les sections de bac. Et puis je vais jeter un peu un pavé dans la mare parce qu'il y a certaines passions qui sont très critiquées en France où on a un esprit humaniste, 18e, très prononcé, que sont la chasse et la pêche. Nous avons beaucoup de jeunes
qui sont chasseurs, qui sont Mhm. pêcheurs, qui sont des chasseurs et des pêcheurs intelligents, c'est-à-dire que... Vous en avez à pour Paris lesquels- sur le campus On de en a Paris même à Paris, sur le campus de Paris, des gens qui sont passionnés par cela et dont l'objectif n'est pas de détruire la nature, mais au contraire de la protéger. Vous savez qu'on se sert des fédérations de pêche et de chasse pour faire des inventaires et pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est pas les gens qui sont dans leur bureau à Paris qui savent ce qui se passe en Dordogne aujourd'hui. Par contre, la fédération de chasse et de pêche en Dordogne, elle sait très bien ce qui se passe sur le terrain. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la chasse et la pêche et qui font d'excellents professionnels de l'environnement. Donc là-dessus, nous, on s'ouvre sur le champ de la motivation de manière assez importante. Quelqu'un qui est chasseur et qui chasse avec son père ou avec son grand-père depuis qu'il est tout petit, pour nous, c'est un atout très Il important. a une connaissance justement. du milieu naturel déjà très forte, et donc justement, ça va l'aider dans l'expertise naturaliste d'ailleurs. Alors justement, dans vos conditions de recrutement, et là vous me dites motivation, c'est donc que l'élément principal, ça va être l'entretien de motivation, il y a quand même un dossier à présenter. Tout à fait. Dossier et ou entretien, au choix. Et Soit où l'étudiant envoie le dossier parce qu'il estime que son dossier est complet, soit il demande à passer un entretien de motivation, et à ce moment-là, il passe un entretien de motivation avec un responsable pédagogique. Ça, c'est pour l'entrée en terminale. Premier niveau. Voilà. Pour l'entrée en troisième année, en fait, on va privilégier des gens qui ont fait évidemment un bac plus 2, quel qu'il soit, n'importe quel pays d'ailleurs, hein, on n'est pas attaché à un bac plus 2 forcément français, n'importe quel pays, un bac plus 2 qui soit lié, cohérent, en accord avec évidemment le monde de la nature, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un effectivement qui a fait, je sais pas moi, Un DUT Tech de Co. un DUT Tech de Co qui vient en troisième année, à ce moment-là, Il faut vraiment qu'il soit super motivé. ou alors on peut lui proposer de faire une séance, un programme de rattrapage, mais il va devoir quand même changer complètement d'univers. C'est-à-dire que là, on n'est plus, on change même de tenue vestimentaire, on change d'amis, de type de personnes qu'on va fréquenter, etc. Donc c'est quand même un peu plus compliqué. Maintenant, on a déjà eu des gens qui, on parlait de reconversion tout à l'heure, qui avaient fait des bac plus 2 il y a longtemps dans des domaines complètement différents, mais qui se sont passionnés petit à petit et qui peuvent prétendre aujourd'hui avoir quasiment le même niveau que quelqu'un qui a un bac plus 2 dans la nature, en bio ou en gestion et protection de la nature. Pour les gens qui rentrent en master, pour le coup, là, il faut quand même avoir une licence ou un bachelor qui a vraiment rapport avec la nature, parce que sinon, là, la somme des choses qui sont à rattraper est trop un peu trop importante. importante. Donc là, il faut prendre des gens qui sont clairement... Ils sortent d'une fac de sciences, d'une école spécialisée dans la nature, qui ont fait un BTS gestion et protection de la nature avec derrière une licence pro, etc. Là, il faut, bon, il y a tout Donc un tas il y a un de prérequis choses. universitaire, mais toujours motivation. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que on n'est pas dans des métiers où justement à la fin de la 5e année, on va sur Pôle Emploi et on cherche un boulot. On est dans des métiers de réseau. On est dans des métiers, vous savez, la plupart de nos étudiants trouvent leur emploi à travers leurs stages, à travers les rencontres qu'ils font. Écoutez, il y a une question justement de Rabio qui vous dit la force d'Unicoc, c'est aussi son réseau de professionnels et d'anciens. Qu'en est-il pour vous puisque vous êtes récent? Alors comment vous faites pour avoir ce réseau d'anciens, de relations Par stages, rapport au professionnels? réseau Allez-y, d'anciens, Laurent. le groupe d'hydroéducation. Et d'ailleurs, j'ai une autre question. Vous parlez du groupe d'hydro. Émeric nous dit, mais c'est qui le groupe d'hydro? C'est quoi? Alors, je voilà. vais laisser Et répondre deux monsieur questions, Halal ouais. du groupe sur le groupe d'hydro, Oui. et j'enchaînerai après moi sur... Non, répondez d'abord sur la question des anciens, puisque Oui, ça vous oui, concerne, on va ce sont démarrer. vos étudiants en Donc, partie, donc pour le coup. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis étudiant, 4 ans que je suis enseignant, pardon, donc j'ai quand même pas mal d'étudiants qui ont pu s'insérer dans le monde professionnel et qui ont pu aussi poursuivre les études. Le groupe d'hydroéducation, monsieur Halal en parlera tout à l'heure, a quand même un certain vécu avec un réseau de professionnels. Mes étudiants doivent faire des stages à chacune des années de leur cursus. C'est-à-dire que si vous faites l'ensemble des 5 années chez nous, vous aurez près de 2 ans de stage. 4 mois la première et la deuxième année, 6 mois de stage la troisième année de bachelor, 6 mois de stage la première année de master et 6 mois de stage la deuxième année de master. Ce qui veut dire que vous avez une somme de stages à réaliser qui va potentiellement vous aider et qui vous aidera à être recruté plus tard et à vous insérer dans le monde professionnel. Donc forte pratique professionnelle finalement Exactement. pendant votre formation. Nous avons décidé surtout, et ça c'est important, c'est vraiment un choix de notre part, de développer des stages de longue durée. Pourquoi? Parce que un stage de 6 mois, il peut être perçu comme un petit CDD, voire un stage de pré-embauche. Si l'entreprise a un besoin de recrutement et que l'élève, étudiant, stagiaire a fait ses preuves pendant son stage de 6 mois, il y a de très fortes chances qu'il soit recruté. Alors stage de 6 mois, beaucoup de stages, pas d'alternance? Non. Malheureusement non. Alors, ça nous amène peut-être à qui est le groupe d'hydro. Et j'ajoute une question. Finalement, les étudiants qui vont être sur le campus de Montpellier et de Paris sont mélangés aux autres étudiants des autres formations du groupe d'hydro? Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur les anciens, le cours d'hydro a un BTS gestion et protection de la nature depuis 15 ans. Donc, depuis 15 ans,
nous formons des étudiants dans la gestion et protection de la nature. C'est pour ça qu'on a un réseau, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on a une légitimité d'avoir créé l'IGPN. Créer l'IGPN de toutes pièces, comme ça, ex nihilo, ça me semble effectivement un peu compliqué, je suis assez d'accord avec vous. Mais le fait qu'on ait ces 15 ans d'expérience dans l'environnement fait qu'on a cette légitimité. Donc, pour répondre à la question de M. Rabiot ou de Rabiot, effectivement, on a cette légitimité, il n'y a aucun problème là-dessus, et on a le réseau. Concernant le groupe d'hydroéducation, en fait, le groupe d'hydroéducation, c'est plusieurs écoles. Et effectivement, le principe, c'est d'avoir des campus avec une résidence étudiante, avec des locaux qui sont agréables, qui sont toujours de bonne qualité au centre des villes, soit à Montpellier, à Paris pour l'IGPN, mais aussi à Marseille, à Aix, à Lyon, dans d'autres villes. Et l'idée, c'est de pouvoir réunir au cœur même d'une même population étudiante des gens très différents. Donc, on a des étudiants qui se passionnent en diététique et en nutrition, des étudiants qui se passionnent avec le DNH, donc des étudiants qui se passionnent avec le cours d'hydro en tourisme, en commerce international. On a tout un tas d'étudiants comme ça qui vivent ensemble. Et ce qui est tout à fait remarquable, et j'insiste bien, c'est que les étudiants s'entendent très bien entre eux. Et on pourrait s'imaginer le mélange peut être étrange, mais en fait, non, pas du tout. Il y a un mélange qui fait quelque chose de bien. Alors, je vous donne juste un exemple je prends un focus un peu large. On est l'école en France qui donne le plus de sang en fonction du nombre d'étudiants. Alors, ça peut paraître étrange. En fait, on a dans chaque école une journée du don du sang. D'accord. Et ça, c'est un acte citoyen, etc. C'est très bien. Mais au-delà de ça, nos étudiants, tous, quels qu'ils soient dans la santé, en gestion de protection de la nature, qu'ils soient enseignants ou profs, donnent leur sang et participent à cette journée. Donc, c'est un exemple un peu particulier parce que c'est là où on voit que tout le monde a la même envie de faire partie d'une société certes plus juste, mais surtout de faire partie d'un même projet qui est, on aide les autres aussi, on étudie, mais on ne fait pas que ça et on participe à quelque chose qui est beaucoup plus large. En gestion de protection de la nature, on a beaucoup de jeunes qui ont présent à l'esprit, ça c'est très important, qu'on n'est pas sur Terre pour gaspiller, mais on est sur Terre pour faire en sorte que les générations futures puissent profiter des mêmes plaisirs que nous avons aujourd'hui. Donc il y a quand même cette force-là qui est importante. Alors puisque vous parliez d'aide, justement il y a Damien qui sollicite votre aide, alors je ne sais pas lequel des deux va répondre. C'est plutôt une question d'orientation. Bonjour, je suis diplômé d'une école d'ingénieurs généralistes en spécialisation BTP, je souhaite me réorienter. Vers quel métier vous pensez que je dois m'orienter vers mon profil? Une question un petit peu compliquée parce que c'est pas vraiment votre domaine. C'est pas évident de répondre une idée, à ça. Non. Moi, je pense que, alors, évidemment, Damien, je vois qu'il a fait une école d'ingénieur à Lille. Si jamais il veut se spécialiser dans l'environnement, il a deux options, me semble-t-il. La première qui serait d'essayer de trouver des formations professionnelles qui existent, que nous mettrons d'ailleurs en place dans 1 ou 2 ans. On travaille dessus actuellement, mais c'est pas encore fait. Mais il y a des formations, elles sont rares certes, mais il y en a quelques-unes qui existent. Donc faire des petites formations professionnelles pour pouvoir se réorienter ou en tout cas s'orienter différemment. Et puis après, la deuxième option, s'il avait le temps, ce serait d'intégrer le master chez nous, de faire le M1 et le M2. Puisque avec des connaissances d'ingénieur, je pense qu'il pourrait arriver rapidement au même niveau que les autres. Donc je pense que ça peut être une solution. Après, il faut avoir 2 ans, c'est pas forcément évident en fonction évidemment de ce qu'il fait aujourd'hui. Question de Mathilde qui vous demande, mais finalement, dans le monde des écoles d'ingénieurs, il y a les écoles généralistes et les écoles spécialisées. Vous vous situez où ? Alors, nous sommes spécialistes en expertise naturaliste pendant les 3 premières années, c'est-à-dire pendant le bachelor, mais après, le master a vocation à donner une somme de compétences complémentaires à l'expertise naturaliste. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait que de l'expertise naturaliste, on va intéresser moins de recruteurs. Le but, c'est de donner des compétences, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, mais en aménagement du territoire, dans la gestion de projets, la gestion des risques naturels, la production de documents réglementaires comme des études d'impact, des plans locaux d'urbanisme, des plans de gestion d'espaces naturels. Le but de ce master, c'est de développer d'autres horizons que l'expertise naturaliste pour faciliter l'insertion professionnelle de nos étudiants. Alors en fait, pendant le master, excusez-moi, je me permets d'intervenir, on a un bureau d'études intégré à l'école. Donc le bureau d'études, c'est en fait... Question de Pierre, quel est votre bureau ? Qu'est-ce que votre bureau d'études expérimental? Voilà. Alors, le bureau d'études, c'est simple. En fait, on reproduit à l'intérieur de l'école comme une entreprise. C'est comme on appelle ça des juniors entreprises dans les écoles d'enseignement supérieur dans le commerce. Donc, c'est une entreprise à l'intérieur de l'école qui doit répondre à des besoins réels. Donc, on met les étudiants en situation réelle. Donc, on est contacté par des entreprises qui sont souvent de taille modeste, qui n'ont pas forcément le budget qui n'ont pas forcément 200 000 € à mettre dans une étude d'impact et qui viennent nous demander conseil. Donc, en fait, on monnaie le conseil de telle sorte de pouvoir faire vivre le bureau d'études et ce sont nos étudiants qui
apprennent en faisant l'étude d'impact. Donc en fait, c'est un peu la phrase « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». C'est en exerçant ces capacités-là que les étudiants deviennent de bons spécialistes. Alors, le bureau d'études, pour aller plus loin et pour rebondir sur la question de Mathilde, permet aux étudiants d'affiner ce qu'ils apprécient. On a des étudiants qui sont passionnés par la gestion des déchets. On a des étudiants qui sont passionnés par l'agroforesterie. On a des étudiants qui sont passionnés par l'agronomie. On a des étudiants qui sont passionnés par le monde animal. Et donc, le bureau d'études leur permet justement pleinement de prendre possession de leurs moyens et de se dire tiens, je vais tenter ça, je vais essayer moi plutôt de travailler dans ce domaine-là. Et on a des étudiants qui, par exemple, sont passionnés par le monde animal et se rendent compte que finalement, c'est pas ça qui les passionne. C'est peut-être plus la relation de l'homme à l'animal. C'est peut-être plus la gestion de manière générale des animaux que l'on consomme. Et on va retrouver ces gens-là carrément dans l'agronomie ou dans l'agroalimentaire. Donc, si vous voulez, le bureau d'études, la 4e et la 5e année sont des années où les étudiants fabriquent. Ils font beaucoup. Ils sont sur le terrain tout le temps. Les cours sont orientés différemment. Il y a des intervenants, des spécialistes qui donnent 3 à 9 heures de cours. Et puis après, l'étudiant, avec ce savoir-là, construit son projet professionnel. Donc, on le laisse assez libre, tout en le contrôlant. Il y a évidemment des partiels, etc., etc. Logique, hein, on n'y échappe pas. Hein. Mais après les 6 mois de stage, il y a un rapport de stage, il y a une soutenance, etc. Bon, logique. Mais c'est vrai que l'étudiant va se construire un petit peu en fonction des intervenants qu'il va avoir. Souvent, par exemple, on a des intervenants assez originaux. Quand on a un spécialiste, vous parliez d'hydrologie tout à l'heure, d'hydrologie qui vient, souvent les étudiants, l'eau, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Et quand ils étudient les mouvements des masses d'eau, quand ils voient un peu les ravages au niveau climato, etc., on a des étudiants qui après se disent « Ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux travailler là-dedans, etc. » Alors, pas forcément toujours en France, parce qu'on a des gens qui travaillent partout. Juste un exemple d'un élève qui a trouvé un job intéressant, c'était l'étude de la tortue d'Hermann à travers le monde. C'est-à-dire, pendant 24 mois, 2 ans, un CDD, on fait le tour 144 pays dans le monde et on suit un animal. Voilà, c'est juste un exemple pour vous dire, voilà, le type. Ça fait rêver, certes, mais c'est le type de job qu'on peut trouver après un Bac+3. Bon, juste pour vous dire, il y a Maria qui n'est pas enthousiasmée à l'idée de donner son sang, hein, qui vous dit, mais on est obligé de donner son sang. Non, c'est une démarche volontaire. Bon. C'est une démarche volontaire. C'était un exemple. Après, oui, on se comprend bien. Je sais bien que bon, ça peut rebuter un petit peu, mais... Eloa vous dit, pensez-vous que cela soit cohérent de faire une prépa avant? Si oui, laquelle vous conseilleriez? Ah bah non, alors pour le coup, je suis d'accord avec moi. Non, la prépa, c'est le BTS. Voilà, la prépa, non, là pour le coup ça n'a pas de sens. Je pense que c'est perdre du temps. Maintenant, si on fait une prépa, je pense que c'est dans un objectif un peu différent. Voilà, quelqu'un qui fait une prépa, il a pour objectif de passer certains concours qui ne sont pas notre école. L'avantage de notre formation, c'est de donner aussi ce côté pratique. C'est-à-dire qu'on va aborder les sciences, on va aborder différentes matières, l'économie générale, l'économie territoriale, le droit de l'environnement, mais surtout on va aller sur le terrain, mettre en application ce qu'on apprend en cours. C'est-à-dire que les élèves sont souvent sur le terrain, soit pour réaliser des inventaires, soit pour réaliser des chantiers de restauration. Ben justement, puisque vous parlez de terrain tout à l'heure, on a parlé de cette zone, hein, de 3 hectares ou plusieurs hectares que vous gérez pour la SNCF. Et ça représente vraiment une partie importante de l'activité sur l'année? Alors, ça représente 8 heures par semaine sur le terrain pour les élèves. Donc, je parlais de cette zone-là, mais nous travaillons aussi avec des partenaires, notamment l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, pour lequel nous gérons avec eux, hein, la réserve naturelle de la Placée, la réserve naturelle du Grand Boyeux. Nous travaillons c'est à aussi... Montpellier, tout ça. Enfin, c'est dans la région de Montpellier. Ah non, non, ça c'est ici. Ah, ça Paris, pardon. Excusez-moi. Ah bah je vois Il n'y a qu'une, hein. Nous travaillons aussi, c'est une étude super intéressante qu'on est en train de mener avec mes étudiants, nous travaillons pour le service environnement de la mairie de Gonesse, qui a un problème, ils ont une plante invasive qui se développe sur leur parc urbain. Ouais. En ce moment, avec le service environnement de la mairie de Gonesse et mes étudiants, nous mettons en place des placettes d'expérimentation pour mettre des mesures de gestion en place pour essayer de voir laquelle va nous permettre de faire régresser cette plante invasive le plus rapidement possible. Une fois que l'expérimentation sera terminée et qu'on aura trouvé la mesure de gestion la plus pertinente, nous pourrons l'étendre à une plus grande échelle. Donc, c'est à la fois de la pratique, mais c'est aussi de l'expérimentation. Donc, la différence entre le BTS et la prépa, c'est qu'en prépa, ils ne vont pas faire beaucoup de terrain. De terrain, ça c'est sûr. Ouais. Ce live arrive à sa fin. Peut-être une dernière question. Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous ont écoutés, qui envisagent de candidater chez vous, qui soient en terminale en ce moment, ou bien, on rappelle que vous êtes en dehors du process APB, donc ils ont du temps encore pour réfléchir et se décider. Quels conseils vous pouvez donner à un terminal, voire à un Bac+1 ou un Bac+2, qui souhaitent candidater chez vous, présenter un dossier d'admission? Il faut qu'il travaille, il faut qu'il révise, il faut qu'il potasse son entretien de motivation. Alors, je pense qu'il faut quand même potasser son entretien de motivation, mais surtout qu'il expose
qu'est-ce qui l'intéresse dans l'environnement. Alors, c'est pas évident quand on sort de terminale d'avoir une vision précise d'un métier, mais ça peut être une thématique, une espèce, un habitat qui est intéressant. Une expérience, voilà, une expérience dans une association environnementale, ça compte? Si vous voulez travailler dans l'environnement, et je m'adresse à tous les gens qui nous regardent, si vous voulez travailler dans l'environnement, il faut faire partie d'une association de protection de la nature. Il faut donner de son temps personnel. C'est comme ça que vous allez vous créer votre réseau professionnel et que vous allez trouver des stages plus facilement et un emploi aussi dans le futur. Faire partie d'une association de protection de la nature, c'est une obligation quand on veut travailler dans l'environnement. Autrement, on perd un petit peu en crédibilité. Maintenant, en sortant de terminale, c'est difficile de vraiment savoir ce que l'on veut. Mais voilà, il faut un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'on ne veut pas juste dire j'ai pas envie de travailler en bureau, j'ai envie de travailler dehors. Non, mais vous avez envie de travailler dehors, en extérieur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus les animaux? Est-ce que c'est les végétaux? Est-ce que c'est le développement durable, les énergies? Donc voilà, nous on est à l'écoute et on a envie justement d'entendre ce que les étudiants ont à nous dire. Alors justement, puisque vous êtes à l'écoute, on vous demande mais comment se passe cet entretien de motivation? Parce que vous savez que les entretiens de motivation, ça peut être quelque chose d'extrêmement détendu, où vous êtes à l'écoute, et puis ça peut être ce que certains vont appeler des entretiens mitraillettes, où on va vous soumettre à un feu nourri de questions pour voir comment ça se passe. Alors, je crois qu'on a deux types de candidats qui viennent chez nous. On a le candidat qui est déjà concerné, qui fait partie d'une association, etc. Donc qui est capable d'en parler en disant voilà, moi je fais ça le week-end avec mon père, avec mon oncle, je vais là, je chasse, je pêche, je fais partie de telle association de protection, de tel parc, etc., etc. Donc on a des gens qui sont déjà dans le moule et qui naturellement viennent chez nous, presque obligatoirement, puisqu'on est une des rares écoles à faire ça, donc de toute façon qui viennent chez nous. Après on a les étudiants qui, en terminale, se réveillent et se disent non mais moi j'ai pas envie d'être commercial, moi j'ai pas envie de travailler dans un bureau, moi j'ai pas envie. Et souvent ils fantasment un petit peu le métier. Et ceux-là sont aussi très bien parce qu'on a besoin de gens qui rêvent, on a besoin de gens qui savent pas. Et moi, si à 18 ans on m'avait dit je serais là aujourd'hui, j'aurais pas cru parce que je pensais que j'aurais même pas le bac et que j'en avais marre de tout, etc. Donc je me disais waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, j'ai réussi plutôt bien, mais à 18 ans, j'étais un petit peu perdu, il faut être honnête. Ça ne m'a pas empêché d'être volontaire et d'aller jusqu'au bout des choses. Mais à un moment donné, des fois, on peut être perdu. Donc on a des gens souvent qui se disent, et ce sera peut-être le cas ce soir, qui disent ah mais en fait c'est vrai, ça, pourquoi ne pas travailler dans la nature? Pourquoi ne pas partir, ne pas voyager? Pourquoi ne pas tenter ma chance différemment que ce que peut-être mes parents ou ma famille avaient projeté pour moi? Donc pendant l'entretien, ça se passe comment? La personne est assise en face, très simplement, c'est dans un bureau, c'est pas du tout un entretien mitaillette, c'est un entretien qui est très détendu. On prend le dossier de la personne parce qu'elle est arrivée avec son dossier rempli, donc il y a tout un tas de documents, les bulletins lorsque la personne sort des études, si ça fait longtemps. Ça compte les notes quand même? Les appréciations plus que les notes. Voilà, les appréciations sont très importantes. Évidemment, si les appréciations sont toujours mauvaises et les notes toujours mauvaises, bon, forcément, c'est pas, ça nous enchante pas. Mais des fois, on a des étudiants qui ont été en rupture. On a des lycéens qui nous disent, voilà, moi, voilà ce qui s'est passé, j'ai pas apprécié. Si on peut expliquer les choses, si on est cohérent, il n'y a pas de raison que ça et qui se révèlent d'ailleurs dans notre formation. Absolument. Parce que ça les intéresse vraiment. Voilà. Nous, on avait quand même des étudiants qui se sentaient mal au lycée, clairement, qui ont fait seconde, première, terminale en pensant être dans une prison parce que le lycée, ça les étouffait et qui arrivaient chez nous, toutes les semaines, ils sont dehors, ils s'éclatent. Clairement. Donc l'entretien se passe comment? La personne est en face, par exemple si je fais passer l'entretien, donc je vais lui poser des questions toutes simples, d'où il vient, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, essayer de le détendre un petit peu pour que ça se passe bien, et puis après je vais essayer d'aller un peu plus loin dans ses motivations. Je dis mais cette motivation elle est construite comment? Ça fait combien de temps que tu as envie de faire ça? Depuis quand tu nous connais, etc. De telle sorte de pouvoir m'approprier un peu sa personnalité. Et ce que je vais éviter c'est le touriste. Voilà, ça on n'en veut pas. Ce que je veux éviter, c'est la personne qui a un mauvais état d'esprit, mais dans ces domaines-là, on n'en a pas trop. Ça arrive très très rarement. Après, la personne qui dit, moi je veux faire de la gestion protection de la nature, par exemple, parce que je ne veux pas travailler, ça m'intéresse pas d'étudier. Bon, on a quand même un peu de science, on a quand même du travail. C'est pas parce que c'est la nature et les petits oiseaux que pour autant il n'y a pas de boulot. Il y a quand même des partiels, il faut quand même travailler. Donc c'est bête de le dire, mais c'est bien de le rappeler quand même. C'est mieux quand c'est dit. Donc l'entretien se passe assez bien, il dure à peu près 45 minutes, on fait connaissance et à la fin on dit oui ou non. Voilà. Assez immédiat. Assez immédiat, on n'a pas besoin de se planquer pour donner une réponse ou d'envoyer un courrier. Non, la personne on lui dit voilà, on te prend pas. Si on te prend c'est pour cette raison-là, si on ne te prend pas c'est pour cette raison-là. Voilà, tout est bien expliqué et en général ça se passe très très bien. Voilà, on n'a pas d'étudiants qui se retrouvent catastrophés lors de l'entretien. Voilà. Aldric Halal, Laurent Deverchin, merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des internautes. Et merci pour nos internautes, merci à vous. Rendez-vous pour de prochains lives bientôt. Merci.